Je veux passer à Cuba, qui est une autre situation où Donald Trump cherche à satisfaire ce qu'il considère comme une circonscription clé. L'administration de Donald Trump repose sur un socle de soutien sioniste et il a besoin du sud de la Floride. Marco Rubio est en quelque sorte son secrétaire d'État, son directeur du Conseil de sécurité nationale. Je suppose qu'il dirige aussi l'USAID. Il contrôle plus de postes liés à la sécurité nationale et à la politique internationale qu'Henry Kissinger. C'est vraiment la force motrice derrière l'administration Trump à ce stade. Et qui est Marco Rubio? Marco Rubio est l'enfant du sud de la Floride, le visage et la voix de la mafia de Miami, qui rêve d'un changement de régime à Cuba et qui est prête à tout, y compris à affamer à mort des millions de Cubains, à provoquer une famine pour y parvenir. Car, lorsqu'ils étaient au pouvoir à Cuba sous Fulgencio Batista et sa dictature soutenue par la mafia et les entreprises américaines, avait-il le moindre égard pour la vie des Cubains pauvres? Non, la majorité pauvre des Cubains était essentiellement réduite au servage pour eux, et ils détestaient particulièrement les Afro-Cubains. Ils sont donc aux commandes avec Marco Rubio, et Trump estime qu'il a besoin de la Floride pour gagner. C'est donc une politique floridienne, une politique d'homme de Floride. Cette politique a été très bien décrite par Donald Trump à bord d'Air Force One hier, lors d'un échange avec la presse. Ce commentaire de Trump pourrait un jour être versé comme preuve à la CPI, car Donald Trump reconnaît ouvertement qu'il impose, selon ses propres termes, une menace humanitaire pour forcer un changement de régime à Cuba. Écoutez ce que Trump a dit. Vous avertissez Cuba de conclure un accord. À quoi ressemble cet accord? Que voulez-vous qu'il fasse? Cuba est actuellement un pays en faillite. Ils n'ont même pas de carburant pour que les avions puissent décoller. Leurs pistes sont encombrées. Nous parlons à Cuba en ce moment. Marco Rubio parle à Cuba en ce moment. Et il devrait absolument conclure un accord, car c'est une menace humanitaire. Nous avons beaucoup de grands Américains d'origine cubaine et ils seront très heureux lorsqu'ils pourront retourner là-bas, saluer leurs proches et faire des choses qu'ils n'ont pas été autorisés à faire depuis longtemps. Je m'intéresse beaucoup aux personnes d'ici qui ont été si maltraitées par Castro et les autorités cubaines. Elles ont été traitées de manière horrible. Nous verrons donc comment tout cela se terminera. Mais Cuba et nous discutons. En attendant, il y a un embargo. Il n'y a pas de pétrole. Il n'y a pas d'argent. Il y en a. Si aucun accord n'est conclu, envisageriez-vous une opération semblable à celle menée au Venezuela? Je ne veux pas répondre à ça. Pourquoi est-ce que je répondrais à ça si je l'étais? Donc, il y a un embargo. Il n'y a pas de pétrole, pas d'argent, rien du tout, et il s'en attribue le mérite. Ce sont les ingrédients d'une famine. Ce sont des paroles génocidaires qui me rappellent ce qu'a dit le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, après le 7 octobre. Pas de nourriture, pas de carburant. Ce sont des animaux humains. Ou ce mémo du département d'État datant de quoi? Vers 1960, quand ils ont dit que notre objectif devait être d'accroître la faim et le désespoir, pour tuer le soutien au sein de Cuba envers le gouvernement et provoquer un changement de régime. Et c'est la politique depuis plus de 60 ans, et Trump ne fait que l'intensifier. Regardez, il y a tellement de cynisme dans cette seule petite déclaration. Nous avons parlé du fait que les gens devraient être autorisés à aller rendre visite à leurs proches, ce qu'ils auraient dû pouvoir faire depuis longtemps. C'est lui qui a annulé la politique d'Obama, où Obama avait légèrement assoupli l'embargo pour faciliter la vie à Cuba, en partie pour que les gens à Cuba puissent aller voir leur famille. Et il a rendu cela plus difficile, pratiquement impossible, pour de nombreux Cubains de retourner voir leurs proches. Donc c'est lui, s'il voulait vraiment aider les gens à rendre visite à leur famille,
qui pourrait annuler ses propres politiques. Bien sûr, il ne le fera pas, car cette politique vise à faire souffrir les gens à Cuba afin qu'ils réclament un changement de régime. Yeah. Oui, il reconnaît aussi ouvertement qu'il fait cela pour les bonnes personnes qui ont tant souffert sous Castro. Carlos Jiménez, ce dirigeant fasciste, un représentant du sud de la Floride qui mène cette politique. Je veux dire, Trump dit ouvertement qu'il fait cela pour eux. Il ne cache absolument pas pourquoi il le fait. Il n'y a aucune autre raison de le faire. Et les Américains d'origine cubaine peuvent aller à Cuba. Il y a des vols qui partent de Miami tous les jours. Beaucoup d'entre eux s'y rendent, apportent des cadeaux et des dons et aident leurs proches. Donc c'est tout simplement un mensonge complet. À ce stade, enfin, un autre point à propos des propos de Trump. Il a dit « Nous parlons à Cuba ». Je ne sais pas si c'est le cas. Peut-être qu'il y a eu une nouvelle ouverture diplomatique. Dropsite a rapporté que Marco Rubio bloque toute discussion avec le gouvernement cubain. J'ai parlé à des responsables cubains à ce sujet et leur ai demandé s'il existait des ouvertures diplomatiques, et ils ont été catégoriques. Il n'y a pas de pourparlers. Ils sont pourtant désireux de discuter. Leur ligne rouge, c'est leur souveraineté et leur indépendance. Mais ils sont impatients de dialoguer et de négocier avec les États-Unis. Mais Trump, en réalité, ne leur parle pas, à ma connaissance. Et la situation est dramatique à Cuba. Voici un porte-parole des Nations Unies pour les droits de l'homme qui parle de la crise humanitaire que Trump est en train de provoquer à Cuba pour provoquer un changement de régime. Nous sommes extrêmement inquiets de l'aggravation de la crise socio-économique à Cuba, dans un contexte d'embargo financier et commercial qui dure depuis des décennies, d'événements météorologiques extrêmes et des récentes mesures américaines restreignant les livraisons de pétrole. Cette situation a un impact de plus en plus grave sur les droits humains de la population cubaine. Étant donné la dépendance des systèmes de santé, d'alimentation et d'eau aux combustibles fossiles importés, la pénurie actuelle de pétrole met en péril la disponibilité des services essentiels à l'échelle nationale. Les unités de soins intensifs et les services d'urgence sont compromis, tout comme la production, la distribution et le stockage des vaccins, des produits sanguins et d'autres médicaments sensibles à la température. À Cuba, plus de 80% des équipements de pompage d'eau dépendent de l'électricité, et les coupures de courant compromettent l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène. La pénurie de carburant a perturbé le système de rationnement et le panier alimentaire de base réglementé, affectant les réseaux de protection sociale, les programmes d'alimentation scolaire, les maisons de maternité et les maisons de retraite, les groupes les plus vulnérables étant touchés de manière disproportionnée. Je suis sincèrement étonné que Cuba ait tenu aussi longtemps, compte tenu de tout ce qu'elle a subi depuis plus de 6 décennies. C'est vraiment incroyable. Et imaginez l'ingéniosité et la résilience qu'il faut à cette petite île, située à seulement 90 miles de la Floride, pour survivre aussi longtemps sous l'assaut du gouvernement le plus puissant du monde. Un gouvernement qui a utilisé tant de moyens, en plus de l'embargo, pour tenter de la détruire, y compris des complots terroristes et des attaques chimiques contre l'agriculture. Cela remonte à tant d'années, la guerre biologique. C'est vraiment incroyable pour moi. Et pendant ce temps, regardez l'impact dans le monde aujourd'hui. Car que fait Trump? Il oblige des gouvernements comme celui du Guatemala à expulser des centaines de médecins cubains qui étaient là pour fournir des soins de santé et soutenir le système médical. Eh bien, plusieurs pays ont dû expulser des médecins. Certains d'entre eux, comme, je crois, le Guyana, travaillent à leurs propres arrangements pour les payer afin qu'ils restent dans le pays. C'est essentiellement Cuba
qui fait don de médecins pour sauver des vies dans d'autres pays. Je peux dire qu'un jour, j'ai été soigné par un médecin au Nicaragua qui avait été formé à Cuba, avait reçu une éducation gratuite à la faculté de médecine et j'ai eu des points de suture gratuitement. Cela m'aurait coûté, je ne sais pas, des centaines de dollars aux États-Unis, car le Nicaragua imite le système médical cubain là où il le peut. Et oui, ils sont contraints, ils mènent une guerre contre Cuba sur tous les fronts. Et les médecins cubains, ces brigades médicales, sont une cible clé parce que l'Empire américain les considère comme un instrument de puissance douce. J'ai parlé à quelques amis à Cuba, l'un à La Havane et un autre qui a traversé le pays, je crois jusqu'à Santiago à l'est. La situation là-bas est bien plus grave maintenant. Il y avait autrefois des liaisons aériennes entre 5 villes de Cuba, mais elles sont, ou seront bientôt, interrompues. Le transport terrestre a été réduit à un filet à cause de la crise pétrolière, ou plutôt de l'embargo sur le pétrole. Il y a encore du gaz de cuisson à La Havane, et les choses y fonctionnent à peu près normalement. Cuba a recours à des générateurs d'énergie solaire. Le pays parvient à produire environ 1 gigawatt d'énergie, ce qui est beaucoup. Ils veulent atteindre 2, mais cela ne suffirait qu'à alimenter peut-être 30% ou 40% de leurs générateurs. Il y a des rapports faisant état d'une augmentation d'environ 20% du taux de mortalité infantile due au cancer, ainsi que de difficultés à maintenir les bébés dans les incubateurs et à faire fonctionner les hôpitaux en général. Un ami m'a dit qu'il y avait une faim généralisée, mais que les gens faisaient preuve d'une résilience extraordinaire. L'un de mes amis m'a envoyé un message qu'il avait reçu d'un vétéran de la guerre de Cuba en Angola, où ils ont combattu l'Afrique du Sud de l'apartheid, quelqu'un qui est contrôleur aérien et qui cuisine désormais chez lui au feu de bois, faute de gaz de cuisson pour certaines personnes. Ce n'est pas un échec du communisme ou du socialisme, c'est un succès du capitalisme sous Trump qui pousse les gens vers la famine. Et il n'y a vraiment pas d'indignation proportionnée aux États-Unis. Je vois de nombreux médias, y compris des impérialistes libéraux comme El País, se réjouir en quelque sorte de la souffrance à Cuba. Je vois les médias grand public présenter cela comme Cuba est forcé d'annuler son festival du cigare. Oh, ils doivent annuler ce festival chic, au lieu de dire que Cuba est en réalité contrainte de réduire les services médicaux pour la population. Et la famine se profile à l'horizon. C'est un crime titanesque, et les gens à l'intérieur de Cuba commencent à l'appeler Gaza sans bombe. C'est ce que nous voyons. Gaza sans bombe. Et il devrait y avoir le même type d'indignation, de protestation et de résistance que le génocide de Gaza a suscité dans nos villes et dans notre société ici. Mais il n'y en a pas. Je veux donc attirer l'attention de tout le monde sur ce point. Nous sommes en train d'assister à un crime historique qui se déroule au nom du changement de régime, à seulement 90 000 de la Floride. Max, tu as mentionné l'Angola, et je voulais recommander quelque chose à ceux qui veulent comprendre pourquoi il y a une telle hostilité envers Cuba à Washington. Ce n'est pas seulement à cause du lobby cubano-américain. Il y a aussi cette haine de Cuba parce qu'il s'est opposé à l'impérialisme dans le monde, surtout en Afrique. Il y a un excellent livre à ce sujet que j'ai ici, intitulé « Conflicting Missions » de Piero Gleijeses. Et j'ai interviewé l'auteur il y a quelques années sur The Grey Zone. C'est sur notre chaîne YouTube. Si vous pouvez encore naviguer sur YouTube, c'est devenu beaucoup plus difficile à utiliser maintenant. Vous pouvez trouver cela en cherchant Grey Zone et Cuba. Et Washington n'oublie pas. Il n'oublie tout simplement pas. Comme il n'oublie pas que l'Iran a renversé un dictateur soutenu par les États-Unis et qu'il y a eu la crise des otages. Donc, vous voyez, l'Iran, tant d'années plus tard, doit subir un changement de régime.
Et c'est la même chose avec Cuba. Washington n'oublie pas ceux qui le défient. Et par conséquent, aux yeux de Washington, le peuple, comme Trump l'a expliqué, doit souffrir. Si nous pouvons renverser leur gouvernement, nous devrions republier cette interview parce que je pense que c'est vraiment important. Et encore une fois, je veux dire, cela ne reçoit tout simplement pas l'attention que cela mérite. Cela se produit en partie à cause de l'enlèvement de Nicolás Maduro, qui était un fervent partisan de la révolution cubaine. Les exportations de pétrole du Venezuela vers Cuba ont été interrompues. Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, était au Venezuela pour négocier des accords et promouvoir, soi-disant, des réformes néolibérales, de la structure économique du Venezuela afin d'inciter les entreprises américaines à y revenir. Mais l'une des principales exigences imposées au Venezuela sous la menace des armes est de ne plus exporter de pétrole vers Cuba. Et tous les autres pays ont été avertis que les États-Unis imposeraient des droits de douane de 100% s'ils exportaient du pétrole vers Cuba. Imaginez un peu. Réfléchissez aux implications d'une telle politique à l'avenir. Les États-Unis pourraient imposer des droits de douane de 100% si un pays commerce avec un autre pays ou les États-Unis cherchent à provoquer un changement de régime. Cela servira à perturber les relations bilatérales. C'est vers ce monde que Marco Rubio a annoncé vouloir se diriger à Munich. J'imagine que nous avons négligé de couvrir son discours, qui, à mon avis, restera comme l'un des plus importants de l'administration Trump. Il marque le début d'une nouvelle ère, non seulement pour les républicains, mais je pense aussi que les démocrates seront séduits par le pouvoir que Trump leur a conféré. Celui de renverser n'importe quel gouvernement par n'importe quel moyen, y compris la politique tarifaire, qui remplace désormais les sanctions comme méthode privilégiée de guerre financière des États-Unis. Of U.S. financial warfare.